Bonjour, je m'appelle Maude Le Guélec, je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre depuis tout récemment, depuis le 1er septembre 2023, après avoir été pendant 11 ans au même poste à l'Université de Lille. Et ma spécialité, c'est l'histoire culturelle et l'histoire de l'art de l'Espagne des 18e et 19e siècles. Bon alors, avant de te demander le titre de ta thèse, permets-moi de te souhaiter bienvenue à bord dans l'équipe de Nanterre et de te dire que nous sommes très contents que tu aies muté jusqu'à nous. C'est gentil. Alors donc, cette thèse, c'était quoi son titre? En quelle année tu l'as soutenue? Sous la direction de qui et dans quelle université? Alors, j'ai soutenu le 5 novembre 2011 une thèse qui s'intitulait La presse culturelle espagnole du XVIIIe siècle, naissance d'une pratique, évolution d'un genre. Et c'était à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, sous la direction du professeur Madame Françoise Etienne. Bon, avant d'en venir au contenu de cette thèse, tu sais, moi, je suis très, mais quel est le sens, mais pourquoi, et vers où on va, et qu'est-ce qui a conditionné nos choix, etc. Donc, je voudrais que tu me dises pourquoi l'espagnol et pourquoi l'enseignement. C'est dur de répondre parce que, comme mon nom l'indique, je suis bretonne, pas quand même une terre d'hispanistes. Je ne suis pas fille ou petite fille de prof, donc vraiment à la base, rien ne me destinait ni à l'espagnol ni à l'enseignement. En plus, j'avoue avoir eu une relation problématique avec ma première prof d'espagnol, et pourtant, j'ai tout de suite adoré l'espagnol. Et si on fouille dans les archives qu'il y a encore chez mes parents, je suis tombée sur un dossier d'orientation de seconde où il était marqué que je voulais être prof d'espagnol quand je serai grande. Voilà. Donc, mais j'aurais du mal à dire pourquoi. C'est la langue. Je suis tombée amoureuse d'une langue, ensuite d'un pays, et puis voilà. Et l'enseignement, c'était une évidence. La recherche, c'est venu beaucoup plus tard. Mais l'enseignement, c'est tout de suite quelque chose qui me parlait, voilà, sans que rien ne m'y prédestine à la base. Alors, moi, j'ai l'impression de pas du tout avoir eu la vocation et que prof, ça m'est tombé dessus parce que j'étais sur les rails et la location et le machin, tu vois, d'avoir jamais vraiment choisi les choses. Mais alors, pour ceux qui ont la vocation, bah, je suis curieuse de savoir si tu l'as toujours, c'était ce que tu attendais, si c'était à refaire, tu recommencerais? Ben, moi, je voulais être prof dans le secondaire, je l'ai jamais été. Après, là, j'ai été un peu portée par le courant, euh, et ce sont des métiers très différents. Mais en tout cas, la transmission, l'enseignement tel qu'on le connaît à l'université, oui, ça me porte toujours. Les copies, moins. Mais l'enseignement, oui. Oui. D'accord. Alors, parle-moi un peu de ton parcours. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant de faire cette thèse? Alors, j'ai regardé quelques autres, ma thèse et moi, et souvent, ta question est, est-ce que le parcours est classique? Alors là, plus classique que mon parcours, tu meurs, pour une enseignante chercheuse, puisque j'ai fait prépa, en sachant déjà que je voulais faire espagnol, mais bon, j'avais pas envie de laisser la philo tout de suite, alors je suis allée en prépa pour continuer à être un peu polyvalente, mais ça m'a pas fait oublier l'espagnol. J'ai eu la chance que la prépa, ça marche, donc j'ai continué mes études à l'ENS à Lyon. Et puis, Erasmus à Madrid, agrég à nouveau en revenant sur Lyon, maîtrise, master et thèse très très classique. À ceci près que j'avais la chance donc d'être normalienne, et je ne sais pas pourquoi tous les normaliens ne font pas ça. On a le droit de décaler sa quatrième année d'études et du coup de ne pas rentrer dans le circuit et d'honorer ses années, d'honorer son engagement. On peut le décaler ça jusqu'à la fin de la quatrième étude, ce qui fait que en fait mon année de master 2, j'ai pris une année de pause par rapport à l'ENS. Ah oui. C'était à Paris, j'ai travaillé à mi-temps
pour financer mon master. Je travaillais comme relectrice dans une entreprise de traduction. Et du coup, j'avais gardé sous le coude ma dernière année d'école, ce qui m'a permis, avant de faire ma thèse, de partir avec mon sac à dos en Amérique du Sud. Enfin, pas que mon sac à dos. J'ai travaillé à l'Alliance française à La Paz, en Bolivie, quelques mois, mais sinon, voilà, j'ai pris une année de césure pour connaître plusieurs pays d'Amérique latine avant de revenir et là de commencer ma thèse et de me remettre dans le rang, on va dire. Mais donc très classique, mais très porté par les voyages et je l'ai fait dès que j'ai pu et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Voilà. Et alors pour la recherche, alors sur quoi tu as travaillé en... Alors tu as dit maîtrise et M2, donc j'en déduis que tu étais à la charnière entre les Ouais. deux systèmes, tu fais Mm. partie encore des vieux et pas complètement. Mm. Donc qu'est-ce que tu as fait en maîtrise et qu'est-ce que tu as fait en M2? Alors, donc ma thèse, j'ai faite avec Françoise Etiembre. Dès le Master 2, j'étais avec elle. Mais avant, j'étais avec Monsieur Soubérou, mais qui partait à la retraite et qui donc a demandé à Madame Etienne si elle voulait bien me prendre, voilà, prendre le relais. Et donc j'étais déjà, enfin voilà, j'ai commencé avec un 18e et continué avec une 18e, mais j'ai un petit peu bougé. C'est-à-dire qu'au départ, en maîtrise, j'ai travaillé sur Rousseau, l'adaptation de Rousseau par rapport à une nouvelle épistolaire, enfin un roman épistolaire, pardon. Et puis en Master 2, j'ai continué, mais plus sur les idées du théâtre, toujours l'adaptation de Rousseau en Espagne. Et puis c'est après que j'ai switché sur d'autres sujets. Alors qu'est-ce que tu as avec ce 18e siècle espagnol? Pourquoi tout de suite, enfin tu vois, parce que là, c'est pas un choix ou dans le M2, c'est que dès le M1, tu t'es situé dans cette période. Pourquoi? Oui, mais alors c'était le hasard et c'était quand même vraiment lié à la rencontre d'abord de Monsieur Soubérou et ensuite de Madame Etienne. C'est vraiment une question de personne. C'est-à-dire que donc j'étais en licence 3 à l'ENS et on commençait tous, on nous demandait de commencer à réfléchir sur quoi on allait travailler en maîtrise. Certains avaient des idées, d'autres non. Et moi, ce qui me venait à l'idée, c'était que j'avais très envie de travailler. Alors, j'étais plutôt littéraire. Maintenant, je suis plus en civi, je suis en histoire. Mais j'ai fait une licence de lettres modernes en parallèle de ma... Enfin, à la base, vraiment, c'est plutôt littérature. J'ai ensuite un peu vogué. Et du coup, mon idée, c'était de travailler sur la création littéraire en temps de censure. C'est, Hmm. à la base, c'était ça, les façons de détourner une censure politique, la création littéraire face à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était ça qui m'attirait. Et à l'époque, bah, censure, Espagne, franquisme, je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Enfin. Et notre prof, donc Georges Martin, de l'ENS a dit non, tout le monde travaille sur le franquisme, réfléchis encore. D'accord, bon. Et c'est à ce moment-là que Jacques Soubérou est venu faire une conférence à l'ENS qui portait sur le XVIIIe siècle, mais pas du tout sur Rousseau. Ça portait sur la pauvreté. C'était passionnant. Jacques Soubérou était quelqu'un en même temps très intéressant, intelligent et très humain, très accessible. Et à un moment je ne sais pas pourquoi, à un moment de cette conférence sur la pauvreté, il a dit que Rousseau en Espagne, c'était un sujet qui serait intéressant et que personne n'avait traité. Et donc, à la fin de la conférence, je suis allée le voir en lui disant, bah, si je traite ça, est-ce que vous voulez bien être mon directeur de maîtrise? Et c'était donc la même idée, la littérature, la création littéraire en temps de censure, mais c'était le 18e du coup. Ça n'était plus le franquisme. Alors je suis curieuse, quoi Rousseau en Espagne? Raconte-nous un peu. Il y a une grande pénétration, influence, comment? Alors, bah donc moi j'ai fait vraiment juste deux percées. Donc la première c'était vraiment à travers un cas précis, c'est-à-dire que la nouvelle Héloïse a été traduite, enfin plus adaptée
par Francisco de Tojar. Et donc, j'ai fait de la littérature comparée, on va dire, enfin, une analyse de comment ça avait été, voilà, ça, les pensées, les réflexions sur l'éducation et autres de Rousseau avaient pénétré via ce roman épistolaire, mais comment c'était atténué, etc. Ah oui. Donc, c'était vraiment sur un cas spécifique. Et ensuite, quand j'ai repris, enfin, le Master 2 avec Madame Etienvre, on a fait un pas de côté, mais c'était encore un cas d'étude. Là, c'était pas une analyse comparée, mais c'était, bon, comment est-ce que les idées sur le théâtre que Rousseau a pu développer, comment est-ce qu'on les retrouve? Mais c'est là que ensuite s'est fait le changement de sujet, c'est-à-dire que bah, une fois que le Master 2 était bien enclenché et que bah, j'avais découvert que la recherche me plaisait, alors que vraiment à la base je n'avais pas parié là-dessus non plus, on a commencé à penser à ce que j'allais pouvoir faire en thèse, et c'est là que Madame Etienvre m'a dit, mais Rousseau en Espagne. Alors, elle l'a pas dit comme ça. C'est le sujet casse-gueule, parce que justement, c'est en même temps très diffus et en même temps complètement nié. Hmm. Donc, comment est-ce qu'on prouve que ça vient de Rousseau? Comment est-ce qu'on prouve que c'est pas juste l'air du temps? Euh, du coup, elle m'a dit c'est en même temps passionnant, mais vraiment, elle avait peur de m'envoyer au casse-pipe. Hmm. Et du coup, on a réfléchi à autre chose. Et en fait, c'était assez drôle comment on s'est retrouvés. On a réfléchi chacune de notre côté et on en était arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire que Madame Etienvre se disait que sur la presse du 18e, bon, évidemment, il y avait des choses qui avaient été faites, notamment par Guinard, etc. Mais il restait quand même pas mal de choses à explorer. Et moi, pendant mon Master 2, j'avais eu le plaisir de dépouiller la presse justement pour retracer les idées de Rousseau. Et c'était un corpus qui m'avait vraiment beaucoup intéressée. Et du coup, bah voilà, on s'est retrouvés, on avait eu la même idée. Et c'est comme ça que j'ai continué sur ce siècle-là, mais j'ai changé d'objet d'étude. Donc le sujet de thèse, c'est pas par défaut, c'est pas un renoncement, c'est que tu avais mûri et tu étais au point pour travailler sur ce truc-là. Voilà, je sais pas, enfin oui, j'avais découvert la presse grâce à Rousseau, et c'est sur ça finalement que mon attention se portait plus que continuer sur Rousseau, qui par ailleurs est quand même assez exécrable. Alors je m'en suis, voilà, au bout d'un Ouais. moment, Rousseau, ça va bien. Alors, avant de parler de ce que tu penses que tu as démontré, de comment tu t'es débrouillé, et cetera, parle-moi de ton corpus. Parce que la presse, quoi? Vas-y. Oui, alors c'est pas toute la presse, bah, le titre c'est la presse culturelle. Alors ou presse littéraire dans le sens de littérature au sens du 18e, mais c'est la presse des idées. C'est-à-dire que c'est pas la presse économique, c'est pas la presse politique, c'est pas la presse scientifique. C'est vraiment les débuts de... Voilà, je pense que la presse culturelle, ça le décrit bien quand même. C'est-à-dire que c'est une presse qui aborde les questions de société, qui aborde les publications, qui aborde les représentations théâtrales. Et donc, c'est cette presse qui se fait le véhicule des idées des Lumières. Mmh. Et oui. Ouais. Ouais. Mais alors, ça représente alors je vais être extrême, 2 titres, 800 titres. Ah, alors non, pas mon corpus approche les 50 journaux. D'accord. Oui, quand même. Donc de 1700, donc j'avais voilà, 49 journaux sur 10 ans. Mmh. Du coup, de 1737, avec le début du Diario de los Literatos, qui est considéré donc, voilà, comme le premier journal littéraire, culturel espagnol. Donc, ça commence un peu plus tard qu'en France. Et jusqu'en 1808, avec le début de la guerre d'indépendance, où, alors après, ça recommence, mais pendant quelques années, il n'y a plus que de la presse politique. Donc, ça marque un tournant. Et donc, c'était vraiment l'idée d'embrasser
le premier siècle d'existence de la presse culturelle espagnole. Euh, et l'idée était, justement, c'est un matériau ultra riche pour parler d'une société, mais finalement, c'est aussi un objet culturel en soi qui avait été très peu étudié pour lui-même, en fait. De qu'est-ce que ça veut dire de lancer un journal, comment on l'écrit, comment on le publie, quel est l'objectif qui est derrière tout ça, etc. Donc, c'était vraiment prendre la presse comme objet d'étude en elle-même. Et alors, pour qu'on mesure bien l'ampleur, l'impact, c'est des titres qui sont tirés à combien d'exemplaires en gros? Alors ça fait partie des choses difficiles et je t'avoue que j'ai pas révisé, j'ai plus trop. Non, mais Mais en moyenne, tu vois, enfin, mais les plus critiques ont des tout petits tirages de 500. d'accord. Et après, la presse officielle, ça va être sur quelques milliers. Mm. Mm. Et la diffusion, alors, c'est une espèce de main à la main, où il y a toujours un Alors petit non, non, réseau. et juste, Ah, ça fait partie des choses justement qui étaient à étudier, c'est-à-dire qu'il y a tout un système d'abonnement qui se met en place. Il y a des points de vente qui, on a parfois la liste des abonnés dans les index annuels, semestriels. On a aussi euh, les points de vente. Et donc, on voit qu'il y a des points de vente dans toute l'Espagne et même à l'étranger et même en Amérique. Et puis, euh, et puis, qui dit un exemplaire vendu ne dit pas un exemplaire lu une fois. C'est-à-dire qu'on a des preuves que c'était voilà, lu en collectivité, des lectures orales, des diffusions, des débats à partir ensuite. Donc, c'est très difficile. Bon, il y a Elisabeth Lariva qui a beaucoup travaillé sur le public de la presse, qui, elle, a beaucoup plus étudié tous ces aspects-là. Mais en tout cas, on sait que la diffusion était bien au-delà du nombre un exemplaire, d'exemplaires vendus, bien sûr. ce qui restait une difficulté financière. Pour que les entreprises soient viables, voilà, c'était en général, ça vivotait beaucoup et c'était souvent viable uniquement grâce aux fonds personnels ou de mécènes. Et Mais alors, en tout cas, en termes de diffusion des idées, il y avait une nette influence. d'accord. Est-ce que c'était cher? Eh ben oui, alors notamment l'abonnement, notamment la souscription, ce qui Voilà. permettait aux journaux de voir venir et d'avoir un fonds d'avance Mais par contre, c'était un pourcentage limité du public qui pouvait faire ces avances-là. Et Mm. ensuite, ça évolue beaucoup en fait au cours du siècle parce que le Diario de los Literatos, qui est donc le premier, c'est comme un livre. C'est des centaines de pages, hein. Et donc, c'est le prix d'un livre aussi. C'est... Visuellement, c'est un livre. Et économiquement aussi. À l'inverse, ensuite, on a des quotidiens, notamment dans les années 1780-1790. Il y a des quotidiens qui font 4 pages. Et alors ça, à l'unité, alors ça reste un luxe. Et puis, il faut savoir lire. Oui. Mais déjà, il y a une diffusion, un éventail de public beaucoup plus large. Donc, il y a une vraie évolution matérielle, économique, tout au long du siècle. Est-ce que tu as trouvé des exemplaires à noter dans les différentes archives que tu as pu fouiller? Non. Et puis, bon, j'en ai vu des vrais, en vrai. Après, il y avait aussi, j'ai beaucoup travaillé sur microfilm, Bien sûr, microfiche, un bien vrai sûr. bonheur. Et puis, sur des éditions fac-simile aussi, enfin, ça dépendait un peu, mais non. Ah, pas d'annotation. Alors, maintenant, je suis curieuse de savoir comment tu as travaillé. Est-ce que tu as fait t'as une perspective thématique, ou une périodisation, ou alors journaux plus tendance, enfin, tu vois,
spécialité du journal? Comment tu as travaillé? Euh, j'ai donc d'abord beaucoup dépouillé. Surtout que, bon, à la fin, j'en ai 49, mais bon, du coup, j'en ai quand même exploré encore plus. Et puis, de là, avant d'avoir mes critères de corpus, j'ai quand même balayé énormément de titres. Et puis j'en ai certains, il y en avait qui rentraient dans les clous en termes de caractéristiques formelles, mais je les ai exclus parce que ils étaient très éphémères ou alors inaccessibles. J'avais trois numéros ici, trois numéros à l'autre bout de l'Espagne, et au final, j'avais pas une visibilité. Donc, du coup, et ça a été une difficulté, je pense, majeure de ma thèse, c'était le côté énorme du corpus, où il y a eu des moments où je me suis un peu noyée avant de ressortir la tête de l'eau. Et du coup, il y a eu ça, il y a eu toute cette phase-là. Et ensuite, et forcément, il y a eu une réflexion de catégorisation, c'est-à-dire que tous mes journaux ne sont pas à mettre dans le même panier. Euh, je pense qu'il y a trois groupes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, mais assez restreint, mais sûrement les plus drôles, de ce qu'on appelle les spectateurs, parce que c'était influencé par The Spectator, qui était un journal satirique anglais. Et donc, ça a essaimé dans toute l'Europe et il y avait des spectateurs français, il y a eu des traductions, il y a eu des adaptations et puis il y a eu des produits du cru, mais qui s'inspiraient d'un style. Alors là, c'était vraiment des journaux, un numéro de journal, un article. Et cet article était satirique, c'était une sorte d'essai avec une mise en scène d'une figure autoriale qui était justement le spectateur. Alors, el censor, el observador, el pensador, voilà. Et donc, eux ont vraiment représentent un genre à part et un Ouais, genre très codifié. Après, le gros de mes journaux, c'était des journaux miscellanés qui pouvaient avoir certains articles qui ressemblaient à des articles satiriques des spectateurs, mais qui par ailleurs étaient des journaux, alors on dirait aujourd'hui par rubrique. Bon, sauf que c'était pas forcément organisé aussi, mais bon, qui avait plusieurs articles, un essai plus sur les mœurs, et puis après une critique d'ouvrage, et puis après, voilà. Donc des journaux miscellanés. Ça, c'était le gros de mes journaux. Et puis, j'ai inclus aussi toute une série de journaux qui étaient bifaces, en fait, dont je n'ai inclus qu'une partie. C'est-à-dire que, et notamment les quotidiens étaient beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques pages miscellanées, et puis ensuite une page petites annonces, prix de douane. Donc c'était des journaux mi-culturels, mi-économiques, ouais. et je les ai inclus, mais sans m'occuper de la partie économique de la chose et annonces pure et simple. Donc du coup, oui, il y a eu embrasser cette décennie, embrasser tous ces journaux, embrasser leur diversité, etc. Mais ensuite, la façon dont j'ai organisé les choses n'était pas pour les catégoriser, D'accord. c'était plutôt pour essayer de mettre à jour. Mais justement, voilà, c'était l'idée de la thèse. Oui, au départ, c'est juste que je me suis dit, voilà, il y a ça à creuser. Et puis petit à petit, l'objet de ma recherche, c'était d'analyser en quoi est-ce que la presse culturelle des Lumières en Espagne est un objet culturel, un objet livre différent, un objet éditorial différent. Et c'est quoi ta Et conclusion? alors, en termes, parce que mon titre était Naissance d'une pratique, évolution d'un genre. Alors, évolution d'un genre, c'est là que ma conclusion est forcément euh, hum, ambivalente, enfin, parce que, comme je te disais, les spectateurs, oui, on peut dire que c'est un genre. Mm. Les miscellanées, non. C'est plein de genres. Et puis, c'est plein de genres empruntés. Il y a de la poésie, il y a des songes, il y a... Du coup, euh, il y a des nouveautés,
comme certains types de prologues, la critique artistique, la critique taurine naissent. Ah oui. Donc, voilà. Et la critique théâtrale aussi, elle se structure dans la presse. Donc, il y a plein de genres qui surgissent, mais on ne peut pas dire que la presse culturelle est un genre. Ouais, Euh, j'ai compris. Ni Mhm. uniforme, ni autonome, puisqu'aussi elle se fait support de genres qu'on peut trouver, l'essai, etc. Du coup, oui et non sur l'évolution d'un genre. Elle suit aussi les évolutions rhétoriques du siècle vers une langue un peu plus accessible, un peu moins empoulée, des tonalités, enfin voilà, donc oui et non pour le genre. Et là où la conclusion est la plus tranchée, c'est par rapport à la pratique. Et du coup, une pratique culturelle avec des objectifs qui guident les choix des journalistes. Et du coup, l'organisation au final de mon travail a été à travers des thématiques transversales qui permettaient de montrer avec des limites à chaque fois, mais qui permettaient de montrer en quoi la presse prend son autonomie, Ouais. se distingue de l'objet livre et instaure voilà, une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de se diriger au public, une nouvelle façon de se diffuser, etc. Alors, tu as dit tout à l'heure, à propos de ta première catégorie, c'était drôle. Donc, tu as ri? Ah bah oui, oui, c'est très sarcastique. Euh, donc sur les spectateurs, alors après, c'est le 18e, il y a une partie moralisatrice agaçante. Mais oui, drôle, surtout dans les formats courts. Euh, une des choses que la presse systématise beaucoup, c'est les parodies. Les parodies d'épitaphes, les parodies de... Et puis, et là, c'est là encore une conséquence. Après, on y reviendra peut-être sur ces grandes catégories transversales dont je te parlais, mais une des conséquences de l'ambition des journalistes, c'est que c'est une écriture souvent qui cherche à être très suggestive, très visuelle, parce que justement, ces journaux vont être lus. Donc, il y a l'idée de capter vraiment l'auditoire. Et donc, il y a beaucoup d'utopie, de songes, de fiction onirique, de récits, de conversations dans les cafés. Les critiques théâtrales les plus réussies enfin, en tout cas à mon goût, en tout cas les plus agréables à lire, font le récit de quelqu'un qui va voir la pièce et qui raconte comment ça se passe dans la salle et des altercations qui peuvent... Donc tout n'est pas aussi réussi, mais il y a quand même une bonne dose de littérature enlevée. Avec des dialogues, avec voilà, des récits de bal, des récits de, donc oui, il y a des pépites. Et alors, bon, tu as déjà évoqué trois figures dont ta directrice de thèse, plus la bonne fée qui s'est penchée sur ton berceau en te disant ça non, et puis après l'autre dont tu as entendu la conférence révélatrice. Mais est-ce qu'il y a d'autres figures qui ont été importantes dans ce parcours? Euh, j'ai eu la chance d'avoir une directrice de thèse exceptionnelle et ça a été vraiment la figure qui m'a guidée. Euh, Pas trop non plus, enfin, quand j'avais besoin. Donc c'est vrai qu'en termes de directives, etc., j'ai pas eu le sentiment d'avoir... Alors il y avait Monsieur Soubérou quand même qui continuait à pouvoir être sollicité, mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu besoin ou d'avoir eu l'occasion d'être, d'avoir des moments de réorientation grâce à d'autres figures. En revanche, si d'avoir rencontré, et notamment quand on travaille sur l'Espagne, sur le 18e siècle espagnol, après la mode du 18e siècle espagnol en Espagne, on se sent un peu seul quand même. Euh, et du coup, de fait d'être dans des colloques, même
dès le master, de pouvoir rencontrer des 18e espagnols comme José Checa Beltrán, espagnol ou non d'ailleurs, il y avait Philippe Dicon aussi qui venait d'Angleterre, Jesús Pérez Magallón, Inmaculada Ursainqui qui sera dans mon jury. Des gens voilà, qui donnent confiance et qui nous montrent qu'on ne fait pas fausse route euh, pour reprendre voilà, savoir qu'on est qu'on va pas, qu'on fait pas n'importe quoi. Oui, oui, il y a eu des personnages et des moments de rencontre comme ça. Mais sur les choix de thèse, j'ai quand même eu la chance d'être entre de bonnes mains. Et bon, est-ce que... Alors j'imagine, tu vas me dire, ah bah oui, parce qu'alors avec la masse de journaux que j'avais à trouver, à dépouiller, à assembler, etc., faire parler, plus après, tu as dit la difficulté qu'il y avait à mettre de l'ordre dans tout ça. Mais enfin bon, en dehors de ça, est-ce que tu as rencontré des difficultés, alors qui peuvent être liées aux spécificités de ton sujet ou des difficultés tout court, par exemple d'écriture, et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Alors, sur l'écriture, non. J'ai jamais connu le blocage, l'angoisse de la page blanche, tout ça. J'ai des amis pour qui ça a été assez terrible. Là, sur ça, non. Donc, il y a la difficulté d'un énorme corpus qui pouvait, de temps en temps, je me sentais noyée et je me disais, ah bah une telle elle travaille juste sur un roman, ça a l'air plus facile. Il y avait la difficulté Alors, depuis, la numérisation a quand même énormément fait un bond, mais moi, au moment où je faisais ma thèse, c'était encore assez limité. Et du coup, c'était de pouvoir voir mes sources et d'être à Madrid. Et alors bon, j'ai eu la chance de faire 2 ans à Madrid à la Casa Velasquez, donc toute la fin de ma thèse, ce problème n'était plus un problème. Mais avant, c'était des séjours d'un mois tellement stressants parce qu'il fallait accumuler du matériel, lire, et en plus sur microfilm, je me tapais des migraines, voilà. Donc il y avait les sources, y avoir accès. Et puis aussi, il y a eu, à un moment a surgi l'idée d'une base de données. Enfin, a surgi, oui. Quelqu'un m'a parlé d'une base de données si j'avais l'intention de faire une base de données. Et je sais plus ce que j'ai répondu, mais je ne savais pas ce qu'était une base de données. Et du coup, je pense qu'ensuite, pour prouver que j'étais capable et que j'ai fait une base de données, sûrement voilà, l'esprit ouais, de contradiction. Enfin, en tout cas, j'ai voulu sûrement prouver quelque chose. Et du coup, bon, et en même temps, c'était une bonne idée, vu la masse d'informations que j'avais. Mais j'ai eu du coup la difficulté technique de créer cette base de données. Mais là encore, j'ai eu beaucoup de chance puisque à la Casa Velasquez à l'époque, un des deux informaticiens avait suffisamment de temps et donc on a conçu et réalisé la base de données ensemble. Mais après, il fallait la remplir, ce qui était assez chronophage et un peu addictif et je rêvais de base de données la nuit. Mais voilà, il y a eu les difficultés de corpus et les difficultés techniques liées à cette base de données. Mais ça valait le coup. Mais ça a été assez intense sur le moment. Elle est où ta base de données? C'est sur un site? C'est toujours consultable? Alors, je ne l'ai pas mise en ligne, Ah d'accord. je ne l'ai pas mise à disposition, même si ça m'arrive quand on me pose des questions d'aller rechercher, mais elle est voilà, sur FileMaker, sur mon ordinateur. Elle a migré d'un ordinateur à l'autre et je m'en sers encore très régulièrement pour tout d'un coup décider de travailler sur autre chose, mais sur les mêmes journaux. D'accord. Alors, pour l'écriture, toi, c'est quoi ta religion? Une thèse, ça s'écrit par le début, l'introduction, ou tu fais partie de ceux qui disent, bah non, tu écris les bouts où tu te sens inspiré, puis ça te lance, et puis finalement, à la fin, tu fais ton patchwork, tu fais des petites coutures et tout prend sa place. Alors, je sais plus. Je pense que j'ai quand même fait dans l'ordre. Moi, j'aurais tendance. Enfin, mes chapitres étaient les 5 grands chapitres. Mes chapitres, j'aurais pu commencer.
pas forcément par le cinquième, mais enfin, j'aurais pu commencer par le troisième, par le deuxième. Et puis, il y a eu des choses qui ont bougé, qui se sont retrouvées dans un chapitre qui n'était pas celui pour lequel il était destiné au départ. Enfin, j'ai quand même assez suivi un peu le fil des choses. Je- Par contre, je pense l'intro, non, l'intro, je l'ai faite à la fin. Ah voilà, tu as fait l'intro après. Ouais, je pense. Je me souviens plus, mais je pense que j'avais ma matière pour faire l'histoire de l'art, etc. Je savais ce que j'allais y mettre, mais je l'ai rédigé plutôt en fin de, après avoir savoir où j'en suis, quoi. Et puis, dans les techniques de... Alors moi, je sais que ce qui fonctionnait bien, et voilà, j'écrivais assez vite, c'est que je faisais un premier jet, et je pouvais écrire pas mal de pages sur une journée, et même s'il y avait des phrases moches, même si j'avançais, et le lendemain, c'était la phase de relire, de peaufiner, et donc j'étais souvent en deux temps. Un temps, Mmh. j'écris, et le lendemain, je peaufine, et puis le troisième jour, j'écris, et puis voilà, Ouais, chacun ses... à part que tu rêvais de bases de données, est-ce Mm. que tu as fait partie de ces doctorants, obsessionnels qui y pensaient le matin, le midi, le soir et voire qui ont fait des cauchemars? Alors, de base de données, c'était très... comme jouer à un jeu vidéo, donc c'est très difficile de décrocher le cerveau, et puis on veut toujours remplir un peu plus, et puis allez, ah, j'en fais encore 10 de plus. Mais comme j'ai eu vraiment, moi j'ai eu des conditions de thèse idéales. J'ai eu une allocation, j'ai été à la CASA, j'ai eu des conditions rêvées. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler beaucoup, mais travailler de manière quand même délimitée et d'avoir mon temps pour moi. Mes week-ends, tout ça. Et j'ai tout de suite pris enfin, voilà, des habitudes de me réveiller pour être à 9 heures à ma table. Alors, quand j'étais à Madrid, j'avais ma table dans la salle de presse pour pouvoir rédiger. J'étais très fâchée quand quelqu'un s'asseyait à cette table. Mmh. Et du coup, voilà, j'étais là de 9 heures à 19 heures, mais en revanche, ensuite, j'y pensais plus jusqu'au lendemain ou jusqu'au lundi. Mm. Bon, tu pas perdu la boule. D'accord. Mais parce que aussi, j'ai eu la chance d'avoir ce confort-là. Euh, D'abord parce que j'avais la location et donc un poste adapté, même si la première année, on est quand même très happé par ses cours. Mmh. Et puis ensuite, les 2 ans où j'étais juste en thèse, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir pas perdre la boule. Mm. Bon, alors la soutenance. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire la totalité des membres de ton jury? Oui. Vas-y. Alors, à part Madame Etienvre, il y avait Elisabelle Lariba d'Aix-Marseille. Il y avait Marie-Linda Ortega, qui était l'autre professeure de Paris 3. Et puis Inmaculada Ursanqui d'Oviedo. Et donc un jury de femmes. Ah oui, au Et, fait? et oui. Et j'avais quand même dit à Madame Etienvre, mais vous êtes sûre, les gens vont pas tiquer si c'est que des femmes? Et elle m'avait répondu, personne ne tique quand c'est que des hommes. Je ne vois pas le problème. Voilà, donc C'est tout à fait jury de vrai. femmes. Alors, Et quel souvenir est-ce très que tu bien. en gardes? Moi, j'en garde un souvenir. Alors, il y avait évidemment le côté aboutissement, et puis ça s'est bien passé. Il y a eu des retours qui étaient très positifs, et quand ils ne l'étaient pas, c'était pas du tout, enfin, c'était très constructif. Donc, il y avait le côté, oui, aboutissement, donc une fierté. Mais après, les souvenirs que j'ai, c'est plus des souvenirs personnels, d'avoir réuni mes parents, mon frère, ma sœur et des amis qui sont venus de Bretagne et qui n'avaient... Je suis pas du tout d'un milieu académique, etc. Donc, qui n'avaient aucune idée de ce que pouvait être une thèse, mais qui sont venus juste parce qu'ils savaient que c'était important pour moi. Donc, et puis des amis aussi, certains qui le savaient, qui avaient soutenu juste avant, mais quand même beaucoup dans la salle de gens qui découvraient et qui venaient et qui ont sûrement pas compris grand-chose, notamment quand c'était en espagnol. Mais c'était beau d'avoir tous ces gens autour de moi pour ce moment-là. Donc c'était un joli moment. Un moment un peu drôle aussi, parce que dans les remerciements, je parle
notamment, entre autres, enfin, de tout le monde, mais aussi de mon père, parce que mon père était graphiste. Et comme j'avais quand même des illustrations, j'ai eu, enfin, mon père m'a aidé sur certains trucs techniques. Bon, mon frère aussi qui est informaticien et tout, mais bon. Et donc, à un moment, je ne sais plus, bah, c'est Inmaculada Ursanqui qui du coup en espagnol a fait une blague, enfin, sur mon père. Donc tout le monde a rigolé, enfin tous ceux qui parlaient espagnol. Et donc mon père ne comprenait pas qu'on parlait de lui. Et voilà, donc il y a eu des moments touchants de mettre dans la même salle et pour un même événement mes deux mondes, quoi. Donc, Mm. tu étais émue. Oui, oui, c'était un joli moment. Mm. Et alors, le lendemain matin, est-ce que quand tu t'es réveillée, tu t'es dit, ah là là là, là, vite, il faut que je me mette à ma thèse, il faut que je bosse. Ah non, c'est vrai, je l'ai soutenue hier. Ou tu avais vraiment déjà tourné la page? Ah, ça, j'avoue que je me souviens pas. Je me souviens pas trop, mais je me souviens indirectement parce que je sais qu'à chaque fois quelqu'un soutient sa thèse, je me redis, ah oui, c'est vrai. On se dit, ah ben enfin j'ai fini de bosser, puis finalement il y a plein d'autres choses qu'on a laissées. Bah, c'est vrai qu'on nous incite à, encore plus maintenant, hein, les jeunes docteurs, il faut qu'ils aient publié, etc. Donc en général, il y a toujours un truc qui était en souffrance et il faut faire. Donc pas la thèse en elle-même, je savais bien, j'avais bien conscience qu'elle était bouclée, mais plus les autres choses, parce que bah, les cours qu'on n'a pas préparés, parce qu'on était en train de finir de préparer la soutenance, bah, tout d'un coup, le reste du monde se rappelle à nous. Donc c'est vrai que on souffle pas tout de suite, mais bon, vraiment ça n'a pas été une souffrance, donc il n'y avait pas de gros soucis de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas de ta thèse? Où tu te dis, ah non, ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. Hmm. Ben, j'ai repris la thèse pour la publier assez rapidement. Alors, la publication ensuite a un peu tardé, mais mon travail à moi pour reprendre a été quand même dans la foulée, l'année d'après. Il y a des choses, j'ai pas une chose en particulier, mais plus, il y a des choses, on a l'impression qu'il faut qu'ils soient dans la thèse, que la démonstration doit avoir tant d'exemples, et puis quand on a un tout petit peu de recul, et on a envie d'élaguer quand même. Mmh. Euh, alors, des choses qui, quelques mois auparavant, semblaient essentielles pour la démonstration. Et en fait, pour que ce soit lisible et agréable, on est obligé un peu, ouais, un peu d'élaguer. Donc, sur ça, mais sur l'ensemble des chapitres. Alors bon, maintenant, ça fait plus de 10 ans que tu l'as soutenue, 12 Mm, si j'ai bien calculé, 12 ou 13. mm. Quand il t'arrive de feuilleter tout ça, tu comment tu as un petit sourire, affectueux à l'égard de toi-même en voyant le bébé la bébé chercheuse que tu étais? Ou tu te dis: «Oh, c'était pas si mal»? Non, c'était pas si mal quand même. Bah, j'ai en général sur le coup, je suis assez peu contente de moi et puis finalement, mais je pense que c'est le côté effectivement recul. C'est Mmh. presque pas nous. Enfin, oh bah tiens, c'est assez intelligent finalement, mais parce qu'on est, comme on est plus indulgent avec les autres qu'avec nous-mêmes, bah, quand on regarde quelque chose qu'on a fait il y a quelque temps, on le regarde presque avec un regard extérieur qui fait qu'on est plus indulgent, je pense. Donc il y Mmh. a un petit peu ça. Et puis, par contre, la thèse en elle-même, je sais pas où elle est, hein, parce que donc j'ai réfléchi, je l'ai cherchée. Elle est sur mon ordinateur. Je la consulte régulièrement. Bah, j'ai un peu évolué. Maintenant, je travaille plus. Je travaille de moins en moins sur le 18e et de plus en plus sur le 19e. Moins sur la presse, plus sur d'autres objets. Mais malgré tout, j'ai soit pour les cours, des séminaires ou des journées d'études où ça m'arrive de replonger là-dedans. Je la consulte assez régulièrement, mais de manière enfin, sur ordinateur. L'objet en lui-même, j'ai le livre, mais je ne sais pas où est la thèse. Sûrement dans un carton qui n'est pas encore arrivé avec le dernier déménagement. Mais Tu quand vois je te la trouverai, cet je te objet dirai. sacré de la thèse Ouais, où on finalement on se dit: «Mais où est-ce qu'elle est passée?» ouais. Elle est dans un carton.
Je te dirai quand je l'aurai trouvé. Bah, surtout dans le voisinage de qui elle est, c'est-à-dire si elle est dans le carton avec les vieux polars des années 50 ou dans le carton avec les ouvrages magnifiques de Redondo, je ne sais pas qui, tu vois, voilà, tu me diras. Ouais, je te Bon, et dirai. alors, dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là? Ben, j'ai un peu évolué, enfin, pendant longtemps, forcément, on ne peut pas tout faire dans une thèse, donc on laisse des fils qu'on a envie de rattacher, de raccorder. Donc, pendant, oui, 8 ans après la thèse, les choses de recherche que j'ai pu faire étaient souvent dans la continuité. Voilà, des choses dont j'avais l'impression de pas être allée jusqu'au bout sur certains corpus, sur les songes, sur la figure du journaliste, sur la critique artistique. Donc j'ai un peu continué dans cette lignée-là. Après, depuis quelques années, plus envie de changement. Ouais, Euh, Toujours la presse, mais pas que la presse. Grâce à l'enseignement, je suis aussi devenue de plus en plus spécialiste d'images. Et donc, j'avais envie un peu de faire dialoguer mes différentes spécialités. Donc, je me suis un peu éloignée. En revanche, je pense que d'un point de vue méthodologique, de savoir-faire, de savoir travailler, de savoir organiser ses idées, oui, toujours, mais un peu moins au niveau conceptuel, au niveau objet de recherche et au niveau corpus, je m'en éloigne un petit peu, mais ouais, et c'est pas plus mal d'ailleurs que tu, oui, on a envie un petit peu de bouffer d'air aussi. bien sûr. Alors, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Je pense que le premier conseil, c'est de bien choisir son directeur ou sa directrice de thèse. Et peut-être que des fois, on se trompe sur les critères. Euh, Admirer quelqu'un scientifiquement, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que ce soit quelqu'un d'humainement beau. Euh, j'ai quand même beaucoup croisé des gens pour qui c'est devenu un calvaire, en partie parce que complètement livrés à eux-mêmes, ou alors dans un rapport peu sain, dans un rapport où on peut pas juste dire là j'ai besoin d'une pause, ou bien Mm. en fait ça je comprends pas. Euh, Moi, j'ai eu la chance, bon, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, hein, d'être vraiment dans un rapport de confiance avec une directrice de thèse qui n'avait pas 30 000 thésards, qui en avait juste le nombre, un petit nombre, mais dont elle s'occupait vraiment quand ils en avaient besoin, et en même temps, elle les laissait libres quand ils en avaient besoin aussi. Et donc, vraiment, être dans un rapport de confiance, aussi évidemment, un mentor scientifique, mais ça fait pas tout. Donc ça, je pense que c'est la base. Et après, ben, c'était déjà le cas quand moi j'ai fait ma thèse, c'est encore plus le cas maintenant. On sait que c'est dur d'être enseignant-chercheur, qu'il y a peu de postes. Et je pense qu'il faut faire une thèse pour la thèse. Il faut faire une thèse parce qu'on a envie, parce que ça nous transporte sur ce moment-là, ce sujet-là, envie de creuser, envie. Mais si on fait une thèse avec dans l'idée que la seule issue possible et épanouissante pour nous, c'est un poste à la fac, euh, je pense qu'on fait fausse route parce qu'on risque ensuite, ça donne des gens potentiellement aigris. Euh, Moi, je sais que, voilà, à la base, c'était l'enseignement qui me portait, et je suis partie sur une thèse sans forcément avoir en ligne de mire un poste à la fac. Alors, j'ai eu énormément de chance et j'aime beaucoup mon métier, et euh, je n'ai pas l'expérience du secondaire, mais je pense vraiment il faut le faire la thèse pour la thèse, Mm. et ensuite on voit. Oui, je pense que tu as raison, oui. Parce que là, vraiment, maintenant, sinon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de docteurs qui restent sur le carreau. Et on voit Mm. bien, là, j'ai beaucoup discuté avec des collègues là, qui rongent leurs freins, quoi, qui attendent de pouvoir avoir un poste. Et du coup, c'est dommage pour eux, pour le secondaire. Enfin, bon. Alors, pour Oui, finir, certains, oui, oui. dis-moi. Vas-y, vas-y, dis. Non, certains, mais je peux le comprendre, hein, mais certains refusent de passer les concours parce qu'ils n'ont pas envie d'être enseignants dans le secondaire.
Mais oui, C'est vrai que c'est un autre métier. ouais, ouais. Je peux le comprendre, mais en même temps, qui du coup reste dans un entre-deux et qui est bon, qui peut durer longtemps, qui peut durer toujours et qui donc je pense qu'il faut déconnecter l'envie intellectuelle du parcours professionnel et si ça s'harmonise, tant mieux, mais ça peut s'harmoniser autrement et qu'il faut que l'envie intellectuelle soit la première pour éviter voilà des déceptions et des Alors pour finir, est-ce que tu peux prendre ah mais du coup, tu vas nous lire la version livre? C'est embêtant. Ah non, J'ai vérifié quand même. très bien. Je n'ai Alors pas changé ma première phrase. bien, alors vas-y, ouvre et lis-nous Ouais. la première phrase et puis Mhm. fais-nous un commentaire. J'imagine que tu la trouves correcte pour l'avoir laissée dans le Ah, livre. visiblement, puisque je l'ai laissé. Alors, la voici. Si, au cours des 16e et 17e siècles, de nombreuses avisos, relaciones et gacetas voient le jour en Espagne, comblant la curiosité des lecteurs vis-à-vis des grands événements de la vie politique ou militaire, ce n'est qu'au cours du second tiers du XVIIIe siècle que naît une véritable presse, régulière et libérée, du moins en partie, de son rôle de propagande gouvernementale. Alors? Alors, elle remplit son rôle, c'est c'est clair et on sent que derrière il y a la justification d'un corpus, la contextualisation, donc c'est honnête, hein. Après, c'est les codes du genre. C'est pas un début palpitant, voilà, hein, c'est pas particulièrement original ni accrocheur, mais c'est un début de thèse et un début d'ouvrage scientifique. Ça remplit son rôle. Fais le job. Et si tu devais la refaire? Bah, souvent, que ce soit pour un titre ou pour un début, je sais pas toi, moi, quand c'est des articles, souvent j'ai envie de choses plus originales, plus drôles, prendre de contre-pied, et puis en fait, j'ose jamais, je crois. Ah bon, toujours pas? Comment ça se Un peu fait? plus, un peu plus. Mais ça s'y prête pas toujours quand même. Moi, je travaille sur des objets, voilà, 18e, 19e. Mais quand même, dans des titres, oui, j'essaye un peu plus d'être un peu plus drôle. Mais là, je serais bien embêtée hein, sur un début, sur la presse du Oui. 18e. Mais j'avais, par exemple, voilà, parce qu'on est d'accord que donc presse et culture dans l'Espagne, des Lumières, c'est très bateau comme titre. Mais c'est Mais clair. c'est clair. Ouais, mais c'est pas le titre que je voulais, mais et c'est terrible. Je me souviens plus, mais j'ai parce que ils ont pas voulu. J'avais un titre beaucoup plus drôle, mais ils ont pas voulu. Mais je me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était à partir de c'est-à-dire comme il y a beaucoup de lettres fictives dans la presse des Lumières. J'avais fait un titre avec des noms farfelus. Je sais plus, c'était de Criticopolis, etc. Mais ils ont pas voulu. Ouais, ouais, on remarque qu'on comprend, hein. Il vaut mieux quand même, quelque chose de plus dans les Carré. clous, je pense, voilà, Mm. plus carré. Bon, mais je te remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Ben non, merci à toi.